Précédemment dans Superstream, notre journaliste fan de films de requins, Camille Brun, est venu dire tout le mal qu'il pensait de Sous la scène, le film phénomène de Netflix. Et ses arguments vous ont visiblement convaincu, puisque vous êtes 56% à penser que ce film est raté. Puis Hélène Lille est venue faire face à l'une des plus grandes fans françaises de Friends. On n'exagère même pas, il s'agit bien sûr de notre Émilie Lopez nationale, pour lui dire qu'elle préférait The Big Bang Theory. Et là encore, vous avez été convaincus puisque vous êtes 63% à être d'accord avec Hélène. Nos invités du mois seront-ils aussi bons ? Émilie va-t-elle se remettre de cet affront envers Friends ? Après 2 défaites consécutives, va-t-elle enfin gagner le jeu que la France entière nous envie ? Sera-t-elle tout simplement là pour ce nouvel épisode ? Réponse après le générique. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, vous écoutez Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au streaming. Je suis Laurence Gallois et je suis ravie de vous accueillir pour ce 3e épisode. Alors aujourd'hui, on va s'envoler à dos de dragon ou de balai avec nos invités. Mais place tout d'abord à nos 3 chroniqueurs, Marc Carlin, Stéphanie Fuseau. Hello. Et vous l'attendiez tous, Émilie Lopez. Bienvenue à tous les 3. Et Juliette n'est pas là pour cet enregistrement, donc ça veut dire que Émilie, Steph et moi, on a une chance de gagner le jeu. Oui, c'est vrai. Alors, n'allons pas trop vite. Émilie, sous les espoirs sont permis. Alors, tu es donc là, malgré ta défaite, on le rappelle, 2 fois de suite au jeu de l'appel à un ami, malgré tout ce qu'on a dit sur Friends aussi dans l'épisode précédent. Donc, Émilie, il n'est que justice de commencer par toi. De quel programme vas-tu nous parler pour les coups de cœur et coups de gueule du mois ? Alors déjà, ça me fait beaucoup de mal, ce que tu viens de me dire, Laurence. 63%, c'est beaucoup. Et je suis très déçue. Va falloir que je m'y remette. Donc là, moi, je voulais parler d'une série qui est sur Netflix et qui est pour le coup pas du tout que je vais pas du tout recommander. Donc spoiler alerte, je vais vous dire un truc qu'il ne faut pas regarder. Ça s'appelle Les morceaux de notre vie. Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, j'ai vu beaucoup de tweets, donc je me suis dit j'y vais. En plus, c'était dans le top 10 de Netflix, je me suis dit j'y vais. Donc c'est une série brésilienne qui raconte l'histoire d'une femme qui tombe enceinte de 2 hommes différents. Et en fait, elle a des faux jumeaux. Enfin, elle a des jumeaux, mais de 2 pères différents. Sachant que un est son mari et l'autre est le meilleur ami de son frère qui la viole. Donc, bon, déjà un peu rassera le truc. Ça dure 17 épisodes. Ah oui, quand même. Donc déjà, j'ai pas compris le concept. C'est soit 10, soit 22, mais 17, je comprends pas. Enfin, décide-toi, c'est 10 ou c'est 22, c'est pas 17. 17 épisodes de 45 minutes. Ça fait long. C'est très long. Ça fait à peu près 13 heures de visionnage. 13 heures de visionnage avec une actrice principale qui, en plus, ça m'a perturbée, ressemble à Nawel Madani. J'avais l'impression de passer la soirée avec elle. C'est long, c'est lent. Ça tire à la corde. Je continue à regarder en me disant mais qu'est-ce que pourquoi tu continues du coup ? Alors au début j'ai regardé 3 épisodes, je me suis dit vraiment c'est nul, mais je vais quand même continuer parce que j'ai une conscience professionnelle en me disant peut-être à un moment donné ça va être bien. Non, j'ai même zappé des épisodes à la fin si je suis totalement honnête en me disant bon faut au moins que je regarde la fin avant Superstream juste pour bien pouvoir dire si c'est bon ou pas. C'est voilà, on ne s'attache pas au personnage, ce qui est un gros problème. On met un petit peu de temps à s'attacher à un des 2 jumeaux et encore l'autre il est insupportable. C'est le seul truc, c'est qu'en fait, on apprend des choses, à savoir que ça peut arriver. Effectivement, vous pouvez tomber enceinte de 2 hommes différents. Alors, il y a plein de critères en termes de d'ovulation et tout ça. Je vais pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas oui, on n'est pas jours. dans un podcast scientifique. Non, et puis en plus, je le raconterai super mal. Mais c'est j'ai au moins appris un truc, c'est que c'est tout à fait possible. Mais ne perdez pas 13 heures de votre vie avec cette série. Désolé, il y a plein d'autres trucs super quali sur Netflix, parce que c'est sur Netflix. Il y a plein d'autres séries super quali. Ne regardez pas celle-là. Alors sur les internautes de Téléloisirs, ils sont plusieurs à avoir aimé, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont d'accord avec toi sur le côté trop long. Il y en a plusieurs qui nous disent que ça ressemble un peu à une telenovela. Et donc, en gros, on aime si on aime les telenovelas. Donc, c'est peut-être en ça que ça pêche, effectivement. C'est tout à fait ça. Émilie, pour nous faire pardonner de t'avoir tant malmenée le mois dernier, on va te donner la possibilité de nous donner aussi un coup de cœur. Tu as 30 secondes et je crois que t'en avais un. On t'écoute. Ah oui, tout à fait. Alors, pour le coup, c'est encore sur Netflix. C'est un documentaire qui parle de la finale de l'Euro 2021 à Wembley, qui s'est déroulé à Wembley. Et en fait, moi, je m'en souvenais pas, mais ça a été une catastrophe monumentale. En fait, c'est ce qu'il nous raconte, c'est que donc c'était à Wembley, l'Angleterre était en finale, et donc il y a beaucoup de supporters qui sont arrivés dès 9h du mat devant le stade.
Et ils ont commencé à boire, à prendre de la drogue. Donc, bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et on ne prend pas de drogue. Dès 9h du mat. Donc, en fait, très rapidement, la sécurité s'est rendu compte que ça allait être compliqué. En plus, il restait des places, comme c'était juste après le Covid. Donc, toutes les places n'avaient pas été attribuées pour qu'il y ait une distance entre chaque supporter. Donc, ils ont essayé de rentrer en forçant le passage. Le documentaire est très, très bien expliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le point de vue de personnes de la sécurité, de gens qui avaient des billets, d'autres personnes qui ont forcé le passage, qui parlent à visage découvert en disant effectivement j'ai fait ça, emporté par la foule comme dirait Edith Piaf, j'ai tenté le truc et j'ai réussi à rentrer. Le doc est formidable et en plus ça me fait plaisir parce qu'on nous a beaucoup tapé dessus sur la finale de la Ligue des Champions en disant c'est scandaleux les Français. On n'est pas les premiers et je pense qu'on sera pas les derniers. Donc regardez, c'est une finale à Wembley. Alors Émilie qui regarde un documentaire sur le foot, pour le coup, c'est pas très surprenant. En revanche, Marc, qui passe sa soirée devant Céline Dion, j'avoue, je m'attendais pas à ça. Écoute, je suis très versatile dans mes choix. Non, mais après, Céline Dion, c'est pas quelqu'un, effectivement, j'écoute particulièrement, mais j'ai rien contre elle non plus. Donc, moi, ça va être un coup de gueule, effectivement, mais pas contre Céline Dion. Attention, je suis pas non plus dingue, j'ai pas envie de m'attirer les foudres de tout le monde. Dont de moi. Dont de la personne qui est à côté de moi. Non, en fait, j'ai un problème avec le documentaire en soi. Alors, comme tout le monde, préambule, comme tout le monde, évidemment, j'étais très touché par ce qu'elle dit, notamment au début du documentaire. Voilà, évidemment, on peut pas ne pas être touché, quoi. Sans être fan de Céline Dion, il suffit juste d'avoir de l'empathie et ça suffit. Mais j'ai un problème avec le doc sur plusieurs points. Le premier, c'est que je trouve qu'on voit des scènes très répétitives et qui sont pas trop d'intérêt. Des scènes intimes, notamment par exemple en famille avec ses enfants. Tu les vois jouer aux jeux vidéo, faire une vidéo pour leur majordome qui a le Covid. Alors du coup, ils font une petite vidéo en mode non, vous nous manquez, monsieur machin. Mais on s'en fout. On la voit en train de choisir ses chaussures pendant des minutes. Moi perso, ça m'intéresse pas trop. Un peu hors sujet, quoi. En fait, je pense que l'idée c'est d'être en intimité avec elle. Voilà, les coulisses de sa vie. Mais en fait, c'est pas très intéressant. Et après, le côté, moi, vraiment, la séquence qui m'a intéressé, c'est on la voit répéter un morceau un peu inlassablement pendant des minutes, ne pas être contente de sa voix, être frustrée. Et ça m'intéresse. Ça, pour le coup, il y a vraiment un truc, tu vois que pour elle, c'est un déchirement, qu'elle n'arrive pas à atteindre ce qu'elle voudrait. Et comme c'est une perfectionniste, c'est dur pour elle. Voilà, donc ça c'était bien, mais c'est le seul moment du doc qui m'a intéressé. Le reste, j'ai trouvé ça assez répétitif et pas très intéressant. Et j'ai un vrai problème avec la scène dont tout le monde parle. La scène où Céline Dion fait une crise et prise de spasme. Donc ça, pour moi, c'est un problème parce qu'en fait, la façon dont c'est filmé, au plus près de son visage, au plus près d'elle, je trouve ça assez dérangeant, très voyeuriste. Et en fait, ça m'a moins touché finalement que de ce qu'elle dit. En fait, je préfère la voir réfléchir sur sa maladie plutôt que qu'on nous montre ça pendant plusieurs longues minutes. Moi, ça m'a dérangé. Émilie, je sens que tu réagis. Elle boue à côté de moi. Ah ouais, je boue parce qu'en fait, moi j'ai regardé le doc, pareil, je suis pas une fan inconditionnelle, mais voilà, j'ai une affection pour Céline Dion qui nous a en plus beaucoup donné de sa vie et qui donne beaucoup à son public. J'ai trouvé cette scène formidablement bouleversante. J'ai trouvé ça très bien qu'elle le montre parce que c'est une maladie dont on a jamais, moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que Céline Dion l'ait. Le fait de voir le syndrome de la personne raide. Voilà, de voir exactement ce que ça lui faisait, de voir exactement à quel point c'était insupportable de douleur, de pleurs et tout. J'ai trouvé ça fort et en plus je pense que c'est de son choix, c'est elle qui l'a voulu. Oui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle explique dans le doc, c'est que je peux plus monter sur scène et je vais vous expliquer, je vais vous montrer pourquoi, parce que je vous dois des explications, vous qui avez fait ma vie et fait ma carrière. Et j'ai trouvé ça, mais très très fort. Moi, j'ai plus été gênée par le fait que sur les images d'archives, ils aient mis des filtres. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ça n'a absolument aucun intérêt. Il y a beaucoup d'archives d'ailleurs. Enfin, voilà. Trop, moi je trouve. Voilà. Ils ont même mis des filtres sur René, alors que nous, René, on l'a toujours connu vieux. Donc ça sert à rien de mettre un filtre, on le reconnaît pas. Mais cette scène-là, il y a beaucoup plus que cette scène-là déjà dans le doc, faut le dire, parce que tout le monde n'a parlé que de cette scène-là. Et j'ai trouvé ça important en fait de montrer ce que ça fait cette maladie, qui est vraiment une maladie qui atteint très peu de personnes. C'est sûr que c'est important d'en parler et peut-être de le montrer, mais peut-être pas de cette façon-là, selon moi. Et aussi un dernier truc, au début du documentaire, on voit un petit extrait a priori filmé par un téléphone, de Céline Dion en train de commencer à faire une crise. Et ensuite, ça crée une espèce de suspense. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit quand est-ce qu'elle va faire sa crise. Ça me dérange vraiment. Ça, c'est un peu dérangeant. Dans le montage, je trouve ça assez malhonnête et un peu limite, quoi. Voilà.
Alors, tu parlais d'empathie tout à l'heure. Une internaute de Téléloisirs, explique exactement la même chose que toi tout à l'heure sur l'empathie. Pas besoin d'être fan pour éprouver de l'empathie. Il y a du courage à se laisser filmer ainsi, et c'est très bien pour mettre la lumière sur cette maladie rare. Alors, effectivement, c'est un autre point positif du documentaire, malgré tout. Elle doit être fan de Friends parce qu'elle est d'accord avec moi. Alors, notre dernière chroniqueuse qui a si bien défendu Colline et Pénélope de la saison 3 de Bridgerton dans le premier épisode de Superstream. Cette fois, Stéphanie, on oublie les corsets, on passe au costume de super-héros. C'est ça, 2 salles, 2 ambiances. Moi, je voulais défendre la dernière saison de The Boys. J'ai vu que ça faisait pas forcément l'unanimité et je comprends pas trop pourquoi. Parce que pour moi, cette saison, elle est vraiment dans la continuité des autres. Et ce que j'aime avec cette série, c'est qu'elle a un ton unique et elle garde le cap. Et il y a rien d'autre qui lui ressemble, en fait. Et ils ont gardé le côté... On met de l'humour, mais en même temps, on colle un peu à l'actualité politique. Les personnages sont super bien écrits. Il n'y a pas de surenchère. Ils auraient pu, vu les scènes qu'il y avait dans les précédentes saisons, aller dans la surenchère, mettre plus de sexe, mettre plus de trucs complètement what the fuck. En fait, ça reste vraiment dans leur ADN, en fait. Ils restent là-dessus. Le personnage du protecteur, c'est juste un des meilleurs personnages qu'on a écrit depuis des années. Le mec, on sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est hyper surprenant. Et en tant que spectateur, je trouve que quand on regarde la saison, et moi, là, je l'ai bingé, donc je me suis pas du tout ennuyée. Il y a pas de temps mort. Et ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, on s'attend pas à ce qui peut se passer. On peut pas se déterminer ce qui va se passer. Un tout petit peu sur le final, mais c'est super excitant. Le final est super excitant, donc en plus, je peux pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais en tout cas, la dernière scène, ça promet le meilleur pour la dernière saison. Il y a des petits trucs au milieu, de Frenchie ou comment on l'appelle déjà le français et Kimiko, leur relation elle est pas super bien développée au milieu, mais après je trouve que ça reprend le bon fil. Et aussi ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a ni méchant ni gentil, en fait. On a l'impression que on a le clan des gentils et le clan des méchants. Et au final, quand tu regardes le clan des gentils, c'est des psychopathes, en vrai. Donc, ils sont tous complètement tarés. Et ils restent sur cette lignée-là. Et Butcher, dans cette saison-là, par exemple, redevient un peu comme dans la première saison. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, le mec, est-ce que vraiment il est censé? Est-ce qu'il est du bon côté? Et on est sans cesse comme ça à se demander ce que les personnages vont faire. C'est assez passionnant du niveau psychologie. Et on se marre. Franchement, l'homme poisson, moi, il me fait mourir de rire. Et c'est vraiment une série où t'es choqué, mais gentiment, quoi. C'est pas du tout fait pour qu'on soit choqué, c'est fait pour qu'on soit oh là là, non, ils ont fait ça et on rigole, et c'est hyper agréable. Et franchement, moi j'ai passé un super moment et j'ai hâte de voir la suite. Alors, c'est vrai ce que tu disais au début, Stéphanie, c'est un avis qui tranche quand même par rapport à tout ce qu'on a entendu sur cette saison 4. Les avis étaient très partagés. La série a même été victime de review bombing, je crois, à son lancement. Le créateur a même dû réagir par rapport à ça. Donc, écoute, c'est bien aussi d'avoir un avis différent. Comme ça apporte... Mais en plus, pour dire, moi, je trouve que ce qui est bien, en fait, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est que ceux qui font des séries, ils sont un peu confrontés avec les réseaux sociaux, etc., à ce que les fans, ils exigent des choses. Oui, c'est vrai. Et moi, en tant que spectatrice, j'aime bien aussi être surprise. J'aime bien me dire, ah, ça, j'aurais pas fait ça comme ça, mais c'est comme ça. Et on me l'impose et moi, je le regarde. Et je trouve ça bien d'être surpris aussi. J'ai pas envie qu'on me donne que ce que j'ai envie, en fait, que ce dont j'ai envie. Donc, je trouve ça bien aussi de pas forcément avoir le même avis que le producteur, que le réalisateur. Ils auraient juste dû lever le pied sur les moutons qui volent. Voilà. Ça c'était tout mal. Les moutons qui volent, c'est intriguant. Voilà. Les moutons méchants. Les moutons sont méchants. Alors, pour conclure cette séquence, j'avais envie de donner la parole aux internautes de Téléloisirs, qui, eux aussi, ont des coups de cœur, des coups de gueule, pour vous parler d'une série Netflix dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, justement, et qui est une véritable petite perle, selon eux. Alors, tu nous disais, Émilie, que Les morceaux de notre vie, c'était 17 épisodes. Oui. Alors, tiens-toi bien, celle-ci, elle en fait 164, et ça a l'air d'être une saison, a priori. Ça s'appelle Cara Para Ask, et c'est une série
série turque sortie en 2014, également connue sous le nom de Diamant Noir. Alors ça raconte l'histoire d'Omar, un policier dont la fiancée meurt dans des circonstances suspectes et qui va chercher à révéler les secrets autour de son décès. Et alors pour vous donner envie de regarder cette série, malgré ses 164 épisodes, Joël écrit « Dire que j'ai failli passer à côté de cette excellente série. Alors il est vrai que 164 épisodes ça fait peur, mais tout dépend de ce qu'on cherche. J'y ai trouvé ce que je cherchais, à savoir des émotions. Mais ici, il y en a, ascenseur émotionnel garanti, une intrigue policière bien ficelée, une intrigue amoureuse haletante. » Corinne dit aussi « J'en ai passé des nuits blanches à ne pas pouvoir m'arrêter de regarder. On se dit que 164 épisodes, c'est très long, mais quand on arrive à l'épisode final, on est déçu qu'il n'y en ait pas plus. » Et alors, Stéphanie, toi qui as regardé Bridgerton plusieurs fois et... je le rappelle, dans différentes langues. Je crois que j'ai enfin trouvé quelqu'un à ta hauteur. Ruth, qui a regardé la série 8 fois. Donc, je suis très nulle en maths, mais je vous laisse calculer 164 x 8. Ça fait beaucoup, Marc, le combien de fois en matheux. turc, du coup, c'est ça? Alors ça, je ne sais pas. L'histoire ne le dira pas. Mais ça dure combien de temps, les épisodes, là? Parce que 160... Alors, j'ai pas la durée, mais je pense que c'est quand 1 heure et même quart. une vraie... c'est pas des 10 minutes, quoi. Et moi, j'allais juger, mais vu le nombre de fois où j'ai regardé Friends du début jusqu'à la fin, je ne dirais rien. On n'est pas loin. Voilà. Alors, regardera-t-on 8 fois la série dont nous allons parler dans la séquence suivante? Au vu du nombre de siestes qu'on a piqué devant cette deuxième saison, a priori, la réponse est non. Bon, alors je vais m'arrêter très vite avant de me ridiculiser, mais vous aurez reconnu. Merci Émilie. C'était courageux. Vous aurez reconnu, du moins je l'espère, le générique de Game of Thrones et celui de House of the Dragon, son spin-off. Alors l'invitée qui vient de nous rejoindre en studio est une experte en Dothraki, en arbre généalogique des Targaryen. Elle a relu et révisé feu et sang avant le lancement de la saison 2 de House of the Dragon. Bref, elle était prête pour le grand affrontement tant promis entre les Verts d'Alicent Hightower et les Noirs de Rhaenyra Targaryen. Et puis, elle a failli en tomber de son dragon. Bonjour Claire Lavarenne. Bien le bonjour à vous tous. Alors merci pour le gros coup de pression, genre je suis spécialiste et tout. Oui, alors je suis colère, hein. Je suis colère, voilà. Parce que donc pour cette saison 2, donc HBO nous vend placardisé partout dans le métro, dans la rue, etc. des affiches avec Rhaenyra et Alicent qui vont s'affronter, ça va être incroyable et tout. Et puis au final déception parce que on les voit très peu, hein, surtout donc en tout cas dans la première partie de la saison 2. Voilà, donc je dis où est-ce qu'elles sont? Rhaenyra est censée mener quand même un camp à la victoire, mais elle doute, elle a du mal à se faire entendre. Alors après, si on fait un parallèle avec GOT, par exemple, avec Game of Thrones, Daenerys, elle a aussi mis un peu de temps avant de devenir reine, mais une fois qu'elle a eu ses dragons, on lui a fichu la paix. Bon là, le problème, c'est qu'il y a des dragons dans les deux camps, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et puis alors, en attendant, quand on voit Alicent et Rhaenyra, c'est surtout avec des scènes face à des hommes qui les cassent ou qui essayent de les manipuler. Je vous épargnerai les innombrables scènes de conseils de Rhaenyra où ils sont tous là avec leurs palabres, leurs palabres interminables à dire oui, on veut absolument aller faire la guerre, nanana. Alors ils sont beaux à s'être ralliés à elle, ils n'arrêtent pas de remettre en question son autorité. Bon. Et puis alors les personnages masculins, parlons-en. Hein. Ils prennent donc beaucoup d'espace, de temps de parole, etc. Mais pour finalement pas grand-chose, hein, parce que au premier rang des ennuyeux personnages qu'on déteste, peut-être vous partagerez ou pas cette opinion, c'est Kristen Cole. Oui. Je ne peux pas le blairer. Il est agaçant, opportuniste, ingrat, et franchement il est pas très malin. C'est ça le pire, c'est qu'il a une grosse fonction. Même mais carrément neuneux. Hein. Il est complètement teubé, pardon. Alors après, Daemon, alors on l'aime bien, mais on n'en peut plus de ses hallucinations à Harrenhal. Là, moi, j'en peux plus. Un épisode, c'est bon, on avait compris. Ça va, maintenant, il faut arrêter là, parce que ça fait le 6e épisode d'affilée, moi, j'en peux plus. Et puis alors après, Aegon, donc, qui est roi, hein, et puis Aemon, son frère, qui est quand même aussi une position assez importante. Alors eux, d'accord, ils sont jeunes, mais vu leur fonction, il manque quand même gros manque de maturité de leur part, donc c'est aussi très problématique. Puis alors, Aegon, il est impulsif et violent. Aemond, au moins, il a un peu de plomb dans la cervelle, mais alors, pareil, on n'en peut plus de son obsession de prendre sa revanche de l'enfant harcelé. Enfin bref, envoyez-les chez un psy, quoi. Enfin, je sais pas, faites quelque chose. Moi, la seule qui, pour moi, était déjà taillée pour être reine, à savoir cette chère Rhaenys, elle sera malheureusement jamais reine. Et en plus, comme c'est un personnage intéressant et un petit peu charismatique, évidemment, elle disparaît bien trop tôt à mon goût. Voilà.
je suis colère. Alors Stéphanie, est-ce que tu es colère aussi? Est-ce que tu as envie de tous les envoyer voir un psy? Voir un psy, je sais pas, parce qu'en fait, je pense qu'ils auraient pas grand-chose à raconter, parce qu'en fait, les personnages sont vraiment unidimensionnels. Il y a rien à dire en fait. Donc le psy, ce serait une séance et basta. En fait, moi, ce que je comprends pas dans cette série, j'ai l'impression qu'ils ont voulu, au contraire, mettre les femmes en avant. Faire des rôles de femmes importants, et dans leur logique, j'ai l'impression de se dire que tu ne peux avoir un personnage de femme important que si les personnages masculins sont nazes. Donc tous les personnages masculins mais il y en a aucun que tu peux rattraper. Ouais, Damon, t'avais un petit espoir en saison 1. Non, mais là, en saison 2, et en c'est saison 2, catastrophique. ils l'ont détruit, quoi. Il est ridicule, il se met à pleurer, tu sais pas pourquoi, il fait des cauchemars, il tremble. T'es là, mais en fait, ressaisis-toi. Et Christian, en fait, il y aurait... Stéphanie n'aime pas la fragilité. Elle est pas comme Émilie, elle est pas toute fragile. Non, mais en plus, j'adore les failles, mais on est dans House of the Dragon, en fait. Donc, les mecs sont censés se battre toute leur vie, c'est des guerriers et tout, mais ils sont tous à pleurnicher, en fait. Donc, Rhaenys, qui est quand même reine, qui a voulu ça depuis qu'elle est petite, mais là, ouais, effectivement, comme tu dis, elle passe son temps à faire des conseils. Voilà, Oui, Rhaenyra, ouais. Rhaenyra, pardon. Personne ne m'écoute, non, J'avoue. mais il m'écoute pas et tout. Non, mais en fait, meuf, t'es reine, donc prends ton dragon, je sais pas, fais quelque chose. En fait, elle fait rien. Elle est là à se lamenter. Son couple avec Damon, eh ben, ça part en autre boudin. Tu te dis, mais en fait, pareil, en saison 1, ils ont construit un truc. On est d'accord ou pas sur leur relation, mais c'était intéressant. Là, et alors moi, ça m'a achevé le côté j'embrasse une meuf, alors que elles auraient pu avoir une super relation. Non, mais elles auraient pu avoir une super relation de deux nanas stratèges. Tu viens de me spoiler sévère. Ah, pardon. Mais elle a pas dit qui. Non, Ouais, j'ai bah, pas Je dit. me doute bien, je Non, suis mais pas en complètement fait- teubée, je joue pas dans House of the Dragon. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec les personnages, en fait. C'est-à-dire que, à part quelques jeunes, tu t'en fous. C'est-à-dire que demain, n'importe lequel peut mourir, tu Ouais. t'en fous. Il y en a aucun pour lequel t'as vraiment, même Rhaenyra dans la saison 1, on était quand même pour elle et tout ça, Ouais. mais là, elle serait pas reine, j'en aurais rien à faire au final. Non, puis alors, Claire, juste, ouais. je veux pas être trop long, mais en fait, juste le côté aussi, c'est un peu genre House of the Dragon pour les nuls, quoi. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah non, les spectateurs, ils vont pas comprendre. Donc attends, on va faire 5 scènes de conseils, comme ça, ils vont comprendre quand même Ouais. ça. Ah bah, Damon, ils vont pas comprendre. Donc on va faire 10 scènes. Ah bah ça, ils vont pas comprendre. Donc on va bien expliquer qui a fait quoi, qui a fait machin dans les dialogues. Et du coup, c'est interminable, en Mais il fait. se On passe n'est pas rien idiots, sur quoi. J'avoue, ils nous prennent un peu effectivement pour Ouais. des neuneux aussi, comme Ouais. les personnages masculins finalement. Mais non, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur Rhaenyra. Effectivement, moi j'ai un maigre espoir malgré tout sur l'épisode 6 où ça semble marquer un début de tournant un peu pour elle, où elle a l'air de se réveiller un peu, de dire ok maintenant ça suffit, et j'espère qu'elle va surfer sur ce sursaut de confiance un peu et vraiment devenir la reine badass qu'on nous a vendue dès le départ, quoi. Parce que Ouais. même dans la saison 1, en tant qu'ado, elle était déjà plus impressionnante que Ouais, là. Donc moi je croise les doigts pour qu'elle prenne son envol au sens propre comme au figuré dans les 2 derniers épisodes peut-être. Ouais, peut-être qu'on précise du coup qu'au moment de l'enregistrement, il reste 2 épides. C'est Ah vrai. oui, tout à fait. diffuser, Mais peut-être qu'au moment où les gens vont nous écouter, Peut-être Ils les qu'elle auront déjà vus. elle aura pris son envol. Voilà, non, on Émilie, espère. alors ce début de saison de House of the Dragon saison 2, Ah bah c'est simple, c'est à l'inverse de Game of Thrones, quand je regarde House of the Dragon, je joue avec mon téléphone. Je joue à Candy Crush ou tous les jeux que je peux avoir, et une fois que j'ai plus de vie, je fais un autre jeu parce que déjà les épisodes sont très très longs, sont très très chiants. Je suis assez d'accord avec mes camarades. Moi, il y a un autre problème, c'est que elle s'appelle comment la série? House of the Dragon. on les voit pas. Donnez-moi du dragon, Ouais. donnez-moi de la baston, donnez-moi du feu, donnez-moi même. des Oui. trucs, donnez-moi. Quand même. Enfin, on a un épisode qui est un peu cool et qui se termine d'une façon tragique, mais Enfin, qui est faut d'ailleurs. faut attendre l'épisode 4. Bah, c'est ça, et c'est le seul moment où j'ai eu un espèce de regain de oh purée, il se passe un truc, pose ton téléphone, Émilie. Ça a duré 10 minutes, c'est tout. Et j'ai enduré 6 heures effectivement de conseils dans un endroit où t'as envie d'envoyer Valérie Damido tellement c'est mal décoré, c'est tout noir, c'est tout chiant. Et effectivement, moi j'en peux plus. Tout l'univers de Game of Thrones et House of the Dragon, les femmes elles sont mal utilisées. Enfin là vous disiez on les présente comme des reines et tout ça, mais effectivement les femmes sont maltraitées. Mais George Martin, il a un problème avec les femmes. C'est lui qui doit aller voir un psy. Hein. C'est pas du tout les personnages. C'est que vraiment, les femmes, pour lui, elles sont là pour juste faire du sexe. Claire Après, pour moi, juste
là, si on revient notamment sur la saison 1, en fait, si tu veux, c'est un moment de l'histoire targaryenne, etc., où en gros, la place des femmes au pouvoir est sans cesse rejetée ou remise en cause. Ouais. Donc ça fait partie d'un système qui est effectivement mis en place lourdement, et donc Viserys, donc le père de Rhaenyra, veut essayer de dépasser ça. Et donc du coup, c'est pas si étonnant que ça qu'elle galère. Ensuite, par rapport à une vision plus globale et tout du traitement de la femme, etc., c'est encore autre chose. Mais je pense que ça a sa logique, c'est juste que là, en fin de saison 1, on nous avait vendu, genre, ça va être une baston entre deux nanas à la tête de deux grosses armées, et en fait, elles disparaissent, quoi. Mais c'est problématique. Ça, et même en termes d'intrigue, on nous a vendu, ça y est, à la fin de la saison 1, ça y est, la guerre commence. Ouais. Mais elle est où la guerre? Enfin, à part la fin de l'épisode 4. Ouais, vite fait. Il y a pas longtemps d'une bataille. La bataille, elle est expédiée effectivement en 5-10 minutes. Et après, épisode 5, on revient au départ. Enfin, franchement, on s'ennuie, quoi. Et moi, je me refais en parallèle Game of Thrones. Franchement, c'était vraiment, vraiment beaucoup mieux. C'est pas le genre, on a un bon souvenir, et quand tu regardes, tu te dis, finalement, il y avait des moments où je me faisais chier. Non, il n'y a pas un seul moment où tu te fais chier dans Game of Thrones. Non, mais c'est sûr. Et alors, pour le coup, pour alimenter ce que tu viens de dire, il faut admettre que j'ai lu les bouquins, mais pas en entier, comme tu l'as dit, Laurence, pour l'instant. Game of Thrones, j'ai tout lu, ce qui est déjà paru, mais par contre, de Feu et de Sang, c'est ça? Je sais même plus. Je crois que c'est Feu et Sang, voilà. Ouais. J'ai commencé, et c'est ennuyeux à mourir. Comme donc la série, du coup, la série reflète aussi ça, parce qu'en fait, on est sur une espèce de fresque historique, mais vraiment sur des centaines et des centaines d'années. Donc eux, ils ont dû condenser évidemment sur une partie, mais même là, c'est... Ouais, mais je trouve... Vas-y, après, moi, je pense qu'on s'ennuierait moins, parce que finalement, Game of Thrones, dans mon souvenir, il se passe pas non plus des milliards de choses à chaque épisode. Après, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnages. Mais du coup, je pense que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à militer pour un personnage. Et pour le coup, je trouve que dans Game of Thrones, les personnages de femmes étaient très beaux, étaient forts aussi. C'est-à-dire qu'elles étaient maltraitées, mais c'est logique par rapport effectivement aux situations dans lesquelles elles étaient. Mais Daenerys, par exemple, c'était une force de la nature, quoi. Mais Daenerys, elle prend... En fait, vous vous souvenez... Faudrait que vous refassiez Game of Thrones, parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs sur Daenerys. Et Daenerys, alors déjà, au début, c'est une babe tout fragile, hein. Et son voyage, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a dans nos souvenirs. Non, et pire que ça prend du temps. Ce que disait Claire tout à l'heure, et pire que ça, il la transforme en une odieuse femme. Ça allait plus vers la fin. Ouais, mais surtout, moi, je trouve que c'est logique, parce que je vois pas en fait, elle se laisse enivrer par son pouvoir, en fait. Et moi, je trouve ça plausible, en fait. Je trouve pas que c'est une mauvaise personne, parce que elle est d'un côté où tu sens sa logique, tu comprends sa logique. Elle va trop loin, ok. Mais en fait, elles se font maltraiter, mais elles arrivent par leurs armes à être les plus fortes et à avoir un impact. Là, Alicent et Rhaenyra, elles ont pas d'impact, en fait. Elles se font marcher dessus et elles réagissent pas, en fait, à part pleurer dans leur coin. Elles font rien et elles sont là, genre, on est des mères avant tout. Oui, bah super, mais en fait, elles réagissent pas. Et je pense que le problème, c'est que les personnages, on ne peut pas s'y attacher, parce que ils sont effectivement... J'avais un peu d'espoir avec Christiane, mais bon, il passe d'un côté, il passe de l'autre, je sais pas ce qu'il fait. Ah non, on n'en peut plus, lui. Hein, je sais pas, je suis un peu mitigée par rapport à... La prod a dû s'excuser, a dû parler de ce personnage pour... Oui, en disant il va devenir intéressant après, en gros. Non, mais c'est génial quand même. La prod qui dit désolé, il est pas terrible là, mais vous inquiétez pas, à un moment donné, il va être intéressant. C'est une girouette. Mais ce que tu disais, Claire, c'est une girouette de première. Attends, zut. Ce que tu disais, Claire, sur le roman où il se passe pas grand-chose, etc. Certes, mais après, normalement, le roman, c'est censé être un point de départ, et après, voilà, ils construisent leur série. Et pour le coup, là où je suis déçue, c'est que la saison 1, elle était hyper prometteuse, en fait. Et du coup, on nous a quand même donné quelque chose de très bien en saison 1, avec justement des trucs qui se mettent en place. Les sauts dans le temps, c'était intéressant, ça faisait avancer l'intrigue. C'était effectivement la relation de Daemon, Rhaenyra aussi. Et puis, ça retombe comme un soufflet. Comme un soufflet, je suis d'accord. Après, le seul élément où je me dis, tu vois, par rapport aux personnages féminins et tout dans cette saison 2, qui me donne aussi un peu d'espoir, c'est qu'il y a quelques belles relations qui se tissent. Donc, notamment, je pensais ce que tu évoquais tout à l'heure, donc Rhaenyra avec Mysaria, parce que si tu veux, c'est deux femmes au parcours diamétralement opposé et compliqué, mais qui partagent une vision tournée vraiment vers le bien commun. Et donc du coup, ça, pour moi, c'est une relation qui se construit sur quelque chose de vraiment très solide. Ouais. Donc elle va l'accompagner dans son parcours politique, etc. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Belle relation. Voilà. Et la deuxième relation, c'est notamment donc toujours Rhaenyra avec
la jeune Bella, parce que vraiment, elle la prend sous son aile et en même temps, elle lui confie des responsabilités, etc. Et ça peut vraiment faire un bras droit. Et par contre, pour en revenir aussi aux histoires de dragons, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de dire, montrez-nous des dragons, c'est le truc le plus intéressant. Moi, quand je pleure, c'est parce qu'il y a un dragon qui est mort. Le reste, j'avoue, à part Rhaenys, sinon. Et ça s'appelle House of the Dragon. Ouais. Voilà. Merci Claire d'être venue débattre avec nous. Je pense qu'il est temps de quitter Port-Réal et Père Dragon. Ça va être l'heure de l'appel à un ami, notre séquence jeu de Superstream. Et on souhaite bonne chance à Émilie. Des résumés imaginés par ChatGPT, des chiffres, des acteurs à trouver, c'est l'heure de notre grand jeu. Et on commence par un résumé de série version GPT, car je sais que vous adorez ça. Alors, le premier tour de chauffe, il est facile, mais on compte quand même les points. Les aventures culinaires d'un chef stressé. Ah, je l'ai, Ah, voilà. Bravo. J'ai un point. Un point pour Émilie. Allez, un point pour Émilie. Qui essaie de sauver un restaurant familial avec beaucoup de sueur et de sandwich. Je dis la fin parce que je trouvais ça drôle quand même. Ça rappelle le titre québécois. Ça aurait pu. De sueur et de sandwich. Sueur et sandwich, c'est pas mal. Mais c'est quoi l'ours? Peut-être. Alors, la saison 3 de The Bear, effectivement, qui vient de sortir sur Disney+, et je crois qu'une saison 4 est déjà commandée. Alors, on va chercher un film en 4 mots. Plus vite vous trouvez, plus vous aurez de points. Coloré, c'est le premier mot. Coloré. C'est un film, Vice versa. Non. C'est un film, hein? Mais, ouais. Deuxième mot, aventure. Coloré aventure. Troisième mot, animation. Oui, mais ça, on avait compris que c'était une animation, vu que quand on a dit vice versa, t'as fait pas loin. Je sais pas, le voyage de Chihiro. Non, vous allez l'avoir sur le 4e. Vous êtes prêts? Plombier. Super Mario. Ouais, allez, on en met un partout là. Égalité. Ok. Oh mon Dieu. Le film est arrivé en juillet sur Netflix et ça cartonne, hein, forcément. Le film est dans le top 10 des films les plus regardés du moment. Et il est super. Alors, on cherche cette fois une actrice. C'est un format que vous n'aviez pas eu les deux premiers épisodes. Je vais vous donner 3 noms de personnes qui ressemblent à cette actrice selon ChatGPT. Oh là là. Et vous allez devoir trouver de qui on parle. Alors, les 3 actrices en question sont Kristen Bell, Reese Witherspoon et Anna Faris. Alors, Attends, une blonde a priori. Ouais. Kristen Wiig. Non. Ah, c'était Anna pas mal. Faris, Ah, c'est l'autre, merci. c'est quoi? Ah, Lisa Kudrow. Non. Je sais pas, je cherche que des blondes. Attends, Anna Faris, Kristen Bell et c'est qui la Anna troisième? Faris, Kristen Bell et Reese Witherspoon. Ouais. Est-ce qu'elle est française? Elle n'est pas française. Renée Zellweger. Non. Jennifer Aniston. Non. Mais non, on cherche une blonde. Elle est Bah, pas- elle est blonde Elle des est fois. blonde. Non. Non, elle est châtain et elle est parfaite. Oh là là. On peut être blonde et Juste parfaite. un peu gonflé, une version hamster. Fais gaffe à toi. Fais attention. Elle est pas blonde, Attends. Nicole Kidman. Non plus. Allez, un petit indice. Petit T'avais pas indice. prévu les indices. Si, on va trouver un indice. nous a clairement surestimé. Indice, indice dans longue. Hein? Ah, non, elle est pas blonde, mince. Qui? T'as dit Je quoi? pensais à Keira Knightley, mais elle est pas blonde. Dans longue. Ah, attends, c'est Ah, peut-être dans une longue. ambition. Kirsten Dunst. Ah non, mais Ah, c'est qui? Julia Roberts. Non. Kirsten Mais Dunst, non Dance. Non. Ça tient qu'à Des vampire. temps- Ah, elle est... Alors, vampire. Ah ouais, bah, je cherche. Ah, Vampire, blonde. Anna Kristen Paquin. Stewart. Non. Ah, blonde. Vampire. Années 90. Ah, Sarah Michel Michel Gellar. Gellar. Oui. Ah. Mais donc, Émilie, c'est... J'aime bien quand Juliette, elle est pas là. Sarah Michel Gellar. Alors, pourquoi on parle d'elle? Parce qu'elle va jouer dans le spin-off de Dexter. Alors, des gens réalisent soudain qu'ils ont des super pouvoirs, mais découvrent que... Supercell. Ouais, Oh dis là 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 Je là. suis Non, en mais fire. attends, cette émission est truquée. Alors, Supracell, et non Ah oui, pas Supercell, mais je te le donne quand même. Merci. Supracell, une série fantastique sortie sur Netflix qui a figuré également dans pendant plusieurs semaines dans le top 10 des programmes les plus vus du moment. Est-ce qu'on peut dire que je suis en train de les éclater? Alors là, 4 Oui, alors, on va Émilie, 1 éviter. Marc et 0 Stéphanie. Les là, bases hein. d'attaque. On cherche un personnage cette fois. Allez. Allez Stéphanie, là je mise tout sur toi. Allez. Tueur masqué, utilisant une voix Zorro. modifiée qui Ah non, Scream. terrorise. Scream. Et donc, Ah oui, Ghostface. pardon. Ghostface. Personnage. Donc 2 pour Marc. Je reviens dans la course. Ah non, mais laisse-moi Alors, gagner. Ensuite, celle-là, il faut être bon en maths. Ah merde. Ah bah laisse tomber. Non, Si en je- plus on m'enfonce. Non, on cherche une série en 4 chiffres. Donc même chose, plus vite vous trouvez, plus vite vous gagnez de points. 940, Mmh. 51
54. Et le numéro complémentaire 2. Alors, 940. C'est pas Friends? Non, mais le titre de la série, Attends. C'est pas non plus la série turque de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, excusez-moi madame, est-ce qu'on peut avoir les chiffres? 940. Ouais, 51. ouais, 54. ouais. Et 2. Alors, ça pourrait être 54 épisodes, par exemple. Non, c'est pas. Deux Moi, saisons. Moi, j'étais Non partie plus. sur 940 épisodes, mais ça Ouais. fait quand même beaucoup. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Ah, Wow. 940 épisodes, c'est pas le Les truc dont Feux on a d'amour. parlé, là, les Turcs, là. Non. Ah non, c'était. Non, ça, urgence. C'est pas urgence? Non, quand même pas. Bah, j'en sais rien, Je moi. crois pas. Non, il y en a beaucoup. 940 épisodes. 940? Bon, on a triché Law un and peu. Order. Les Ah, vous Simpsons. Alors, c'est une Ah. série un peu comme Law and Order. NCIS. Voilà. Et alors, pourquoi? Parce que, donc, 940 épisodes environ, 51 saisons si on compte toutes Ah oui. les séries dérivées, 54 récompenses et 2 projets de spin-off en cours, un sur la jeunesse de Gibbs et le deuxième sur Tony et Ziva. Je vous laisse, je vais faire une course. Je m'en vais. Ok, Vienne. Allez, une petite dernière pour la fin, Allez. pour que Émilie Allez, s'envole. Pour que l'humiliation soit encore plus forte. Les aventures hilarantes d'un éducateur de banlieue qui devient candidat à la En place. Ah, presque égalité aussi. Je crois qu'elle était quand même devant. Ah, pas devant. Allez 6 points pour Émilie. Le lot de 2 consolation. pour Marc, Stéphanie. Ah, on va pas la dire, on va prochaine dire. fois. Bravo Émilie. Merci. Après le jeu, place à l'émotion dans la séquence suivante. C'est le deuxième parti pris du mois et on va revenir sur une série nostalgique des années 2000 qu'on a sans doute tous regardé autour de cette table et qui est malheureusement revenue dans l'actualité ces jours-ci pour une bien triste raison. Le 14 juillet, nous apprenions avec tristesse le décès de l'actrice Shannon Doherty à l'âge de 53 ans. Pour l'occasion, nous avons demandé à Simon Gonzalez, notre spécialiste de Charmed, de venir clamer son amour à la série, mais aussi au personnage de Prue qui, selon lui, n'aurait jamais dû être sacrifié. Bonjour Simon. Bonjour, alors oui, déjà, je vais prévenir, je suis ultra fan de Charmed, mais je vais un petit peu critiquer la série, parce que j'ai un premier coup de gueule à passer. Je trouve que l'épisode de la mort de Prue dans la saison 3, à la fin de la saison 3, c'est le plus mauvais de la série, parce que je trouve que sa mort a été bâclée. Les producteurs et les scénaristes ont un petit peu bricolé les raisons du départ de Prue en disant que Léo, l'être de lumière, n'a pas eu le temps de sauver Prue, qui est censée être la sorcière la plus puissante. Donc ça, j'ai pas trop compris. Et du coup, je trouve que ça rend pas du tout honneur au personnage de Prue, parce que je trouve qu'il est très culte. Et pour moi, c'était Phoebe qui aurait dû quitter la série à la place de Prue. Donc ça, c'est quelque chose de très impopulaire auprès des fans de la série, parce que Phoebe, et surtout Phoebe et Cole, étaient ultra populaires dans la série. Mais je trouve que le personnage de Phoebe, à partir de la saison 4, il est tellement sous-exploité par les producteurs et par les scénaristes. Ses relations amoureuses, on en a eu des 5 ou 6 après le départ de Cole. Je trouve qu'on s'ennuie. Et donc, du coup, je trouve que Phoebe n'a pas une plus-value dans la série après le départ de Prue. C'est pour ça que je pense que Prue aurait dû rester. Et je trouve que le personnage de Prue était beaucoup plus complexe que celui de Phoebe. C'est par exemple une sœur, c'est une femme qui a tout quitté pour s'occuper de ses deux sœurs, donc Piper et Phoebe. Et je trouve que aussi le personnage de Prue ressemble un petit peu à Shannon Doherty par le côté fort caractère. Et je trouve que ça a bien été retranscrit dans la série. Et du coup, c'était la sorcière la plus puissante. Et avec le départ de Prue, c'était Piper qui est devenue la sœur aînée. Et je trouve que Piper n'est pas ultra crédible en sœur aînée, qui est du coup devenue la sœur la plus puissante. Voilà, j'ai quelques doutes sur ça. Et du coup, ça, c'est mon côté fan service. Je trouve que la rencontre entre Prue et Paige aurait dû avoir lieu, et pas la rencontre de Paige avec les autres sœurs. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que Prue aurait dû rester dans la série. Et sa mort a été bâclée par les producteurs et ça lui rend pas du tout honneur.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Simon ? Est-ce que la production de Charmed aurait mieux fait de garder Prue et de virer Phoebe ? Marc, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que moi j'aime beaucoup Phoebe quand même. Alors je suis d'accord, c'est pas effectivement le personnage le plus fort au début, mais elle évolue. Je trouve qu'elle évolue pas mal en fait, et ses pouvoirs évoluent. Et en fait, elle part d'une nana rigolote, fêtarde, machin, et pour devenir quelqu'un de plus complexe. Et est-ce que elle aurait eu le temps, en 3 saisons, à la fin de la saison 3, dans mon souvenir en tout cas, elle n'avait pas encore autant évolué. Moi, je trouve que je te rejoins sur un point, c'est-à-dire que sur les 3 premières saisons, elle a évolué. Parce qu'en plus, elle a rencontré Cole dans la saison 3, donc ça lui fait quand même un personnage assez fort. Mais après, justement, quand Cole meurt, bon, déjà, la liaison entre Cole et Phoebe, ça dure 3 saisons, faite de haut et de bas, donc au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu. Et ensuite, après la mort de Cole, Phoebe a au moins 4-5 relations, et tout son personnage tourne autour de ses relations amoureuses. Enfin, ne dis pas que pour c'est ça. moins intéressant sur la dernière saison. Après, avec Cole, c'est quand même, moi, je trouve tu balayes un peu vite leur relation. C'est quand même un truc assez épique, quoi. Franchement, voilà, moi, je trouve ça, j'avais beaucoup aimé à l'époque, en tout cas, cet arc-là. Et puis, moi, j'aimais bien Phoebe, en fait. J'avais beaucoup de sympathie pour elle. Alors après, je pense qu'on est un peu aussi orienté, on va dire, par tout ce qui s'est passé en coulisses entre Shannon Doherty et Alyssa Milano. Où, en gros, Alyssa Milano, clairement, a le mauvais rôle et probablement a raison, en fait. Elle a probablement eu des attitudes qu'il fallait pas avoir, etc. Mais est-ce que sans ça, est-ce qu'on serait aussi dur avec Phoebe ? Je suis pas certain. Émilie ? Alors, moi, j'avoue que j'ai pas énormément Enfin, j'ai regardé toute Charmed, mais il y a longtemps, dans mes jeunes années. Et depuis, j'ai fait de la place à des séries comme Les morceaux de notre vie. Donc, je me suis... Émilie, il y avait un indice dans le titre. De quoi ? Avec un titre comme ça, tu regardes pas, je sais, mais j'ai perdu des morceaux de ma vie. Et clairement, mes souvenirs de Charmed. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que pour bosser chez Télé Loisirs et pour du coup lire beaucoup de choses et notamment beaucoup d'interviews et pour être revenu pas mal sur la guéguerre Shannon Doherty, Alyssa Milano. Je suis d'accord avec Simon, de toute façon, j'adore Simon. On s'adore avec Émilie. Tout le monde le sait. Avec qui je l'adore, je pense qu'en fait, la prod, elle s'est pas embêtée. Elle s'est dit, Shannon Doherty, elle avait déjà été virée de Beverly Hills, donc ça veut dire qu'en fait, c'est toujours la peste, donc du coup, on va la virer, et Alyssa Milano, elle va nous rapporter plus de thunes. Et très clairement, ils ont jeté Shannon Doherty comme une petite crotte. Quand tu apprends avec le recul et quand tu vois surtout les relations des autres actrices avec Alyssa Milano d'un côté et Shannon Doherty, tu te dis qu'au final, la peste qu'on pensait, c'était pas forcément celle qui avait été désignée. C'est-à-dire que quand on voit Holly Marie Combs qui est là depuis le décès, très amie avec elle. Mais c'est au-delà d'amis. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le décès de Shannon Doherty, tous les jours quasiment, elle met des posts sur Instagram. Elle a même poussé un coup de gueule en disant, mais si ça vous dérange, je m'en fous, c'était mon ami. Et je me dis que, en fait, quand avec le recul, tu vois ça, tu te dis, peut-être la petite relou, c'était peut-être pas Shannon. Et la production s'est un petit peu laissée embrigader par une espèce de truc la presse adorait détester Shannon Doherty. Et donc, du coup, la prod s'est dit, on va pas se faire chier. Les deux, elles s'entendent pas. On vire Shannon. Et moi, ça me pose problème. C'est toujours le pauvre petit mouton noir qui va prendre pour l'autre qui est finalement plutôt peut-être pas le harceleur, mais quelqu'un qui a bien manipulé les gens à l'époque. Et je rejoins Émilie, on se rejoint toujours. Attendez, j'arrive. Même Rose McGowan a pris parti pour Shannon Doherty et pas pour Alyssa Milano, qui a été fortement critiquée en plus pour ses prises de position avec l'actu un peu bancale. Donc je trouve que oui, je rejoins Émilie totalement. Stéphanie, alors du coup, ne me lance pas de cailloux, Simon. Non, promis. Mais moi, je peux le faire. Non plus. Non, en fait, déjà à la base, moi, Charmed, c'était pas trop mon truc, donc j'aurais été aux manettes, elles auraient toutes les 3 disparu dans une explosion magique ou un truc comme ça, au bout de la saison 1. Mais voilà, j'ai un peu de tendresse aussi pour le personnage d'Alyssa Milano. Je trouve que je vois pas trop le lien, en fait, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi l'une aurait dit dû disparaître plus qu'une autre, pardon. Oula, t'as bugué. Ouais, c'est l'émotion. Et en fait, pour le côté peste et tout ça, là, j'ai l'impression qu'on réécrit un peu l'histoire en ayant des trucs, chacun y va de sa petite déclaration. On sait pas vraiment. Je pense que les torts sont un peu partagés, en gros. Sans doute. Je pense pas qu'il y a une méchante et une gentille, etc. Et dans ce cas-là, tu jettes les deux, en fait. Ouais, mais en fait, ou alors tu gardes les deux et tu trouves des moyens de t'arranger. Moi, j'aurais gardé plutôt les deux et tu trouves des moyens de t'arranger. Et sinon, tu choisis effectivement, froidement, au niveau marketing, qu'est-ce qui convient le mieux. À l'époque, c'était sans doute
essayé. note, Ils ont sans doute engagé, le enfin, la meilleur choix. production avait engagé un psychologue pour justement aplanir les tensions entre Phoebe et Prue, et ça n'a Ouais. pas du tout marché. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça, je pense qu'ils ont fait le choix. Et aussi, Phoebe, à cette époque, elle était ultra populaire parce qu'elle était en couple avec Cole. Enfin, et du coup, c'était un peu le couple iconique de la série. Du coup, ils ont préféré garder Phoebe. Ouais, Voilà. Du coup, je comprends tous tes arguments sur le fait que c'était moins bien développé. Mais pour moi, c'est autre chose. Et effectivement, elle aurait mérité une mort meilleure. Ah oui. Mais pour moi, c'est la série qui pêche un peu plus que le fait qu'on ait fait mourir ce personnage-là. Et je pense que si elle est partie de la série aussi, alors après, je suis comme tout le monde, j'ai eu beaucoup de peine qu'elle disparaisse. Et c'est une personnalité, je pense qu'il va rester, qui va marquer tout le monde. Qui a marqué toute une qui a marqué génération. toute une génération. Plusieurs générations. Et Parce que qui Simon et m'a- moi, ouais. malgré tout l'amour Ouais. qu'on a un pour l'autre, on n'a pas du tout la même Voilà. génération. Et ça, c'est fort. Et je veux dire, elle marquera d'autres générations encore, parce que les jeunes vont regarder, etc. Mais je trouve que là, c'est un peu un débat, qu'on fait par rapport à. C'est un peu un mauvais procès qu'on fait, je trouve, à Alyssa Milano, en fait. Bah, moi, je trouve pas. Parce que... Vu que c'est mon parti pris à moi. Non, parce que, en fait, vu que les autres actrices de la série ont vraiment défendu Shannon Doherty et ont plutôt critiqué le comportement d'Alyssa Milano à la fin de la saison 3 quand il y avait des tensions entre les deux actrices. Donc, je trouve que ça fait quand même pencher du côté de Shannon Doherty la balance. Ouais, du coup, à l'époque, elles ont pas fait grand-chose pour la défendre non plus, Ouais, tu vois. c'est ça. Donc, je pense qu'il y a une hausse de salaire aussi pour ouais, les actrices ouais. aussi. Du coup, ils ont trouvé un Il y a terrain plein de d'attente. choses Ouais, qu'on ne plein- saura jamais Ouais. au final. Mais... Mais du coup, je pense toujours encore une fois qu'on est un peu parasité par ça, en fait. Et là, si on revient vraiment dans l'histoire de se dire est-ce que Phoebe aurait dû partir plutôt que Prue, le personnage, et non pas l'actrice, moi, je trouve que ça se discute vraiment. Parce que comment Phoebe a évolué ensuite, c'est quand même assez intéressant. Et c'est un personnage qui part de plus loin, en fait, que Prue. Et qui finalement arrive à quelque chose d'intéressant. Et après, moi, j'aime bien aussi, dans la mort, ce qui est intéressant de la mort de Prue, c'est qu'il y a cette fameuse théorie de l'épisode fantôme qui n'aurait pas existé, l'épisode qui manque, où on voit vraiment Prue morte, parce qu'on la voit pas. On la voit pas mourir, en fait. Et donc, il y a ce truc un peu de l'épisode qui n'aurait pas existé. Moi, je trouve ça intéressant en termes de mythologie de la série. C'est intéressant. Ah bah, c'est ça qui manque clairement à la série, parce que entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4 pour introduire Paige, on voit que c'est un peu bancal quand même. Après, je comprends effectivement que la mort, la manière dont ils ont mis en scène la mort et tout est déçu. Moi, il y a un truc que je trouve aussi dommage dans la série par rapport à Prue, justement, c'est que ils auraient pu quand même, pour les fans, par respect pour les fans, faire des clins d'œil à Prue plus que ça dans la suite de la série, et notamment sur l'épisode final où je crois que Prue n'apparaît même pas en photo. Même pas en photo. Pour une question ridicule, parce que je crois que les coûts photos coûtaient trop cher, et donc la production n'a pas payé pour que Prue apparaisse en photo. Enfin, ce qui est quand Alors même que assez dans ridicule. Plus belle la vie, par exemple, avant, Voilà. au moment où ça partait de France 3 et qu'on savait pas que ça arrivait sur TF1, ils avaient pas rappelé Laetitia Milo, mais ils l'ont quand même mis en photo. Non, mais Voilà, là, c'est ça- un si petit on parle de respect. Plus belle la vie, là, je quitte carrément le plateau, je m'en vais. Alors, on va rester sur Charmed. Juste un mot peut-être pour conclure sur Charmed. Ça s'est fini il y a 18 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les quatre, vous pensez qu'on a encore envie de revoir la série, ou est-ce que c'est bon, c'est vieillot, Stéphanie? Moi, je pense que t'as- oui. Non, Je pense que oui. Ouais, même si je suis pas, moi, fan de la série, je pense qu'elle a quand même un charme particulier. Un charme, c'est le cas de le Et dire. c'était ça qu'elle veut dire. Et je pense que les jeunes générations peuvent s'y retrouver, même s'il n'y a pas il y a pas des effets spéciaux comme aujourd'hui, mais il y a quand même des personnages sympathiques et il y a un univers qui peut plaire à des jeunes. Donc moi, j'y crois. Je pense qu'on peut vraiment transmettre en fait aux autres générations cette série. Ouais, Simon, je pense toute aussi, objectivité. Bah, ça va être dur d'être objectif, mais je trouve que oui, malgré les effets spéciaux, là j'ai revu un épisode il y a pas si longtemps avec les fonds verts, c'est quand même mal fait, mais je trouve que j'ai grandi avec cette série et je trouve que elle a marqué des générations, elle a marqué toute une enfance, donc je pense que en plus sur Sister il y a eu les rediffusions des épisodes qui ont très bien marché, donc je pense que ça fait partie d'une série culte. Marc, tu dis. Ouais, pareil, non, j'allais dire, pour moi, c'est un cran en dessous de séries comme Buffy, par exemple, qui ont quelque chose de plus fort en termes d'interprétation, côté méta, côté en avance sur son temps. Charmed, pour moi, c'est en dessous. Mais par contre, je pense que c'est une très bonne série, très représentative des années 90. Et pour l'avoir vu, notamment à l'époque, c'est vrai que c'était vraiment une série qui collait à son époque parfaitement, avec cette espèce de mélange de côté teen et en même temps le côté SF, pouvoir, etc., où il y avait pas mal ça dans les films et les séries d'époque. Et après, effectivement, je suis d'accord avec Simon, je crois que ça n'a pas forcément très bien vieilli sur certains plans. Mais du coup, je pense aussi que finalement, tout ce qui s'est passé autour des actrices va peut-être encore augmenter la mythologie, en fait, quelque part. Ça, voilà, les gens en parlent, continuent à en parler, continuent à faire des articles dessus. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un truc, du coup, je pense que tout ce qui s'est passé autour rend la série encore plus finalement intéressante.
parce que c'est plus qu'une série, quoi, finalement. Émilie, t'aurais peut-être dû re-regarder Charmed plutôt non, que mais les je suis morceaux de déjà notre vie, quoi. en rewatching de Urgence qui est arrivé il y a très peu de temps là sur Prime, que j'avais déjà tout re-regardé quand c'était sur Salto, donc je peux pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle est trop quali pour que je la re-regarde. Je vous rappelle que j'ai choisi les morceaux de notre vie, donc non, je vais rester sur Urgence, c'est très bien. Voilà. Si vous voulez vous aussi revoir Charmed, la série est disponible en intégralité sur Prime Video et gratuitement sur M6+. Merci beaucoup Simon d'être venu défendre Merci, Charmed Simon. et Prou. Après la nostalgie, place aux nouveautés dans la dernière séquence de ce 3e épisode de Superstream. Que va-t-on regarder à la fin de l'été pour oublier le blues de la rentrée ? Est-ce qu'on croit ou non à ces sorties à venir ? Alors, il y a 2 retours de séries déjà, et on va commencer avec la saison 4 d'Emily in Paris. Ce sera sur Netflix, en 2 parties bien sûr, le 15 août et le 12 septembre. Stéphanie, Emily in Paris ? Alors, moi, c'est une série que j'aime bien. Et ce que j'aimerais, parce que je suis team Alfie, donc ce que j'espère pour cette suite, c'est que ils vont un peu développer ce couple-là et qu'ils vont laisser tomber Gabriel, qui n'est pas possible. Donc voilà, c'est mon espoir. S'ils font ça, je serais très contente et ça peut donner une super suite. Emily Lopez in Paris ? Ah ouais, non, mais je suis tellement d'accord, on n'en peut plus de Gabriel. Non, mais je ne comprends pas. Enfin, ça va, c'est bon, moi aussi, je sais faire des steaks. Hein. Lui aussi, c'est un bab tout fragile, pourtant, je comprends. Oui, mais trop fragile, tu vois. Là, vraiment, c'est... Oh, j'en peux plus. Je sais pas, et je sais pas. Je regarde cette série, c'est mon guilty pleasure. Mais Emily, parfois, j'ai envie de la gifler, très clairement, même s'il faut pas taper les gens. Mais elle, j'ai envie de la gifler. Et encore moins les Emily. Et voilà, et encore moins les Emily, s'il vous plaît. Et que très clairement, c'est pas du tout notre pari, hein. On y vit, voilà, c'est aussi pour ça qu'on regarde. Oui, c'est ça. Oui. C'est rigolo de découvrir ta ville, en fait, dans laquelle tu vis depuis des décennies. C'est le pari des milliardaires. Mais oui, c'est exactement le pari des milliardaires. Mais ça reste une série que j'adore regarder. Vraiment. Je l'attends avec impatience. Je suis jamais d'accord avec ce qu'elle fait. Je découvre des coins de France que je n'avais jamais vus alors que j'y étais déjà passée. Et ouais, vraiment. Petit guilty pleasure. Donc, on a hâte. Marc, guilty pleasure ou c'est bon, il est temps d'arrêter là? Oh, je pense qu'on peut encore continuer 2 saisons, mais pas plus, hein. Ça va aller. Non, mais c'est marrant, en plus, c'est l'année des JO, donc je me dis, est-ce qu'ils ont intégré ça dans l'histoire ou pas, quelque part? Ça, je suis un peu curieux là-dessus. QR code in Paris. Émilie, une zone protégée. Alors, un retour encore avec la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, cette fois le 29 août sur Prime. On y croit ou il y a un risque que ça fasse un peu jurisprudence saison 2 de House of the Dragon? Ah, moi, je le sens trop comme ça. Vraiment, je le sens, genre, on se hype, et en fait, au final, pétard mouillé. Je suis pas du tout sécure. Donc, j'attends de voir, mais je suis pas, et surtout, je l'attends pas, en fait. Enfin, je me dis pas, autant House of the Dragon, j'étais là, oh là, c'est quel jour et tout. J'étais vraiment comme une dingue, et heureusement que vous me voyez pas parce que c'était ridicule, le petit tremblement que je viens de faire. Autant là, je sais que ça arrive. Quand je sais pas, c'est un moment où je vais me mettre sur Prime parce que je passe du temps sur Prime, que je vais me rendre compte qu'il y a la saison 2, mais je suis pas comme une dingue. Moi, je l'attends quand même, et je pense qu'ils ont quand même une idée en tête depuis la saison 1, qu'ils ont quand même préparé le truc. Donc, je m'attends à un truc plus spectaculaire, et je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose qui nous accroche un peu plus. C'était quand même pas mal du tout en saison 1, donc c'était hyper prometteur, très beau, etc. Et donc là, on connaît les personnages, ils vont gagner en épisode. Franchement, j'y crois. Marc? Alors moi j'y crois peut-être, mais je regarderai absolument pas. Je n'aime pas du tout les Rock Fantasy, donc j'ai vraiment une allergie à ça. Moi j'ai l'impression que la saison 1 quand même avait été diversement appréciée, donc je sais pas. Stéphanie, c'était monté en puissance en fait. Je trouve qu'au début t'étais vachement sceptique, et puis après tu te laisses prendre au jeu quand même. Donc faut voir. Moi je trouve qu'ils ont quand même réussi avec la saison 1 à faire quelque chose de très différent des films, parce que c'était ça le risque aussi, c'était qu'on refasse les films, et c'est bon, ça on en a vraiment pas besoin. C'est très différent. Ouais. Et c'est très différent. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à créer un truc. Et pour le coup, je veux être optimiste pour cette saison 2. Et pour le coup, il y a un très beau personnage féminin. Quoi. Ouais. Franchement. On va finir par une nouveauté, et pas des moindres. C'est sur Paramount+, le 6 septembre, Zorro avec Jean Dujardin. Ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je me lance. Allez, lance-toi, pas trop loin. Pas trop loin quand même. Curiosité pour le projet quand même, parce que mine de rien, des séries françaises ambitieuses qui revitent un espèce comme ça de mythe, c'est intéressant. Petit doute sur déjà Jean Dujardin en Zorro, je sais pas trop. J'ai peur qu'il fasse du OSS 117 avec un masque. Ou du Brise de Nice.
ou pire, du Brise de Nice. Et voilà, j'ai un peu de doute. Je sais pas. Mais je suis quand même curieux. Je pense que je vais quand même regarder les premiers épisodes pour me faire une idée. D'autant qu'on sait pas trop si c'est censé être ultra sérieux ou si c'est plutôt second degré. Non, mais moi, c'est ça mon problème. En fait, j'ai regardé la bande-annonce et je me suis dit, mais en fait, du coup, vous m'avez fait quoi? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce qu'effectivement, c'est OSS 117 avec un masque? Est-ce que c'est... qu'est-ce que tu nous vends? Donc, du coup, en fait, je n'arrive pas à me hyper. Moi, je suis comme Marc, comme souvent. Jean Dujardin en Zorro, c'est étonnant. Oui, oui, mais non. Non. En fait, je le vois pas. Après, il est très surprenant. Parfois, il y a des films qu'il a fait où je me suis dit, oh, je le vois pas. Et en fait, c'est un super acteur. Donc voilà. Mais je pense que la bande-annonce déjà est un petit peu foirette à mon sens. Alors, pour le coup, moi, la bande-annonce, ça m'a plutôt donné envie de regarder. Et en fait, moi, l'espoir que j'ai... Moi, j'ai vu ça comme une comédie, vraiment comme un truc second degré où il fait des blagues. Effectivement, à la OSS 117, il m'a l'air d'être complètement dans ce registre-là. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui nous vend. Et l'espoir que j'ai, moi, c'est que ça se rapproche un peu du côté comédie de Guy Williams, qui est quand même mon Zorro préféré au monde. Et où c'était vraiment drôle, quoi. C'était pour s'amuser. Et Zorro, c'était pas un justicier, genre très sérieux, etc. Et sur du hors de la nuit. Oui, c'est ça. Au galop. Et en fait, je trouve que là, c'est l'aspect comédie, ça m'a l'air d'être bien fait. Donc après, lui en Zorro, ça peut être intéressant, surtout parce que là, il fait un Zorro vieillissant. Donc il y a aussi ce côté-là qui peut être intéressant à développer. Donc moi, au vu de la bande-annonce, je pense qu'on va bien se marrer. Il faut pas attendre un truc, hyper profond, hyper intelligent, etc. Mais je pense que c'est un truc où on peut bien se marrer. Donc voilà. Ok, tu m'as convaincu. J'avoue, moi aussi. Franchement, en fait, il va falloir que tu ailles travailler chez Paramount et que tu ailles toi t'occuper de parler de la série parce que là tu m'as convaincu. Ouais, donc ça a l'air léger, quoi. Ça a l'air léger. Faut pas en attendre un truc, un drame puissant, mais ça a l'air léger et très sympa, quoi. Et puis peut-être le plaisir pour certains de retrouver un personnage culte aussi. Ouais, Zorro, on adore le retrouver quand même. Alors à part, je viens de voir une version espagnole qui était quand même catastrophique. Donc, avec un acteur avec un acteur d'élite là. Alors passez votre chemin, je vous le dis. Donc non, mais Zorro, on adore. Ouais. Et ce sera le mot de la fin. Zorro, on adore. Merci Stéphanie, Émilie, Marc. Merci à nos invités Claire et Simon. Merci surtout à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de Super Stream. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast.